Je vais te passer la parole du coup, Élise. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette session spéciale pour notre groupe de travail. Donc Élise qui est en cours de reconversion dans la RSE et qui fait déjà partie de notre groupe et qui donc a réalisé une thèse sur le sujet dont elle va vous parler aujourd'hui. Donc, je te passe la parole, Élise. Oui, bonjour à tous, merci pour votre appel et de vous connecter aujourd'hui. Donc effectivement, je travaille aujourd'hui pour Niter Pharmaceuticals et je suis plutôt en charge de tout ce qui est études et analyse de marché. Je suis également en mission sur la partie coordination RSE actuellement, depuis quelques mois. J'ai effectué l'année dernière donc le MBA RSE Management et Performance des organisations de l'ILV. Et dans ce cadre-là, j'ai fait donc ma thèse professionnelle sur les leviers pour améliorer la performance environnementale de la production des médicaments, mais au-delà de l'emballage. J'ai souhaité, c'est un souhait personnel de ne pas traiter l'emballage, étant donné que pour moi, c'est un levier qui est évident et qui est déjà beaucoup traité aujourd'hui, même s'il y a encore beaucoup à faire. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas traité ce sujet. Alors, moi, je vais passer. Donc, juste rapidement, je vais vous représenter le contexte, le constat de la situation aujourd'hui par rapport à l'industrie pharma, où on en est, la réglementation, les analyses de cycle de vie. Donc, je vous réexpliquerai un petit peu si jamais il y a des termes qui vous ignorez ou sur lesquels vous avez besoin d'explications dans la mesure du possible, je vous répondrai. Ensuite, on a les leviers, quelques leviers industriels que je vais vous présenter, quelques leviers produits. Bien entendu, il n'y a pas tout qui sera évoqué parce que j'ai fait en fonction de toute la recherche et de la documentation que j'ai pu trouver et sur des points qui ont été plus ou moins avérés, mais qui restent encore à approfondir en fonction des secteurs et des produits. Et puis après, une petite phase de conclusion. Donc aujourd'hui, quand on regarde le contexte de notre industrie, on est une industrie qui est en croissance, en tout cas en volume, avec des produits. Alors, selon les régions, on est plus ou moins en croissance quand on regarde en détail, mais au niveau global, on est vraiment une industrie en croissance. Et encore, quand on dit en croissance, je ne parle pas en chiffre d'affaires, je parle en volume, parce que très souvent, quand on parle des marchés, on parle des marchés en chiffre d'affaires. Là, je parle en volume, donc en termes de consommation. On est une industrie qui sera de plus en plus touchée par la réglementation environnementale, même si on verra un peu plus tard qu'on n'est pas encore très avancé sur le sujet, on n'est pas encore très concerné plutôt. Qu'aujourd'hui, l'emballage, c'est donc le premier levier actuel, ce sur quoi tout le monde se tourne et essaye de trouver des solutions pour améliorer cet aspect-là. Et c'est important de le faire puisque de toute façon, c'est la partie, entre guillemets, la plus simple, même si elle reste difficile à aborder. Et un des constats qui est important, c'est que les médicaments représentent un tiers des émissions en fait, dans le secteur de la santé. Si on regarde en fait ce qui se passe au niveau, alors je ne sais pas si vous connaissez tout ce schéma qui est issu de l'université, en fait, du centre de recherche de l'université de Stockholm, qui représente en fait tous les dépassements, le point aujourd'hui où on en est sur les dépassements planétaires liés aux les différents points cruciaux pour l'environnement. En fait, on s'est aperçu l'année dernière que, en ce moment, moi, je rédigeais ma thèse, les nouvelles entités chimiques ont été rajoutées en fait sur le schéma. Donc, il y a plein d'autres facteurs que le changement climatique, l'acidification des océans, etc. Et donc, nous, clairement, on se trouvait dans cet aspect-là parce que ça regrouperait tout ce qui était plastique, pas que, mais aussi tous les produits chimiques. Donc, en fait, c'était très large. Et en fait, je me suis aperçue là, en regardant, en refaisant une vérification, qu'ils ont affiné, en fait, la matrice et qu'aujourd'hui, on est sur les produits biogéochimiques et sur lesquels on est clairement au-delà de ce que la planète peut absorber en termes d'utilisation. C'est-à-dire qu'on a déjà dépassé, en fait, les capacités que l'environnement a à absorber toutes les entités chimiques que l'on peut utiliser aujourd'hui actuellement. Donc, c'est quand même un point qui est assez important. Je ne sais pas si
c'est clair ou si c'était quelque chose qui était, que vous connaissiez. Mais c'est vrai que ça fait qu'1 an en réalité qu'on le sait, ça. Donc après, ici, il y a toutes les autres entités chimiques qui ici étaient présentes ici. Donc j'imagine que ici, c'est d'autres entités chimiques qui n'ont pas encore été évaluées par rapport à celles qui sont ici. Donc clairement, on a un petit sujet. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie de la santé, alors quand on dit industrie de la santé, ce n'est pas que l'industrie pharma, ça va englober toute la partie qui concerne les soins de santé, donc les hôpitaux, tout ce qui concerne en fait la santé, dont l'industrie pharma et le médicament. Ça représente 5% des GES en France. Donc ça, c'est la source, c'est le chiffre project. Les médicaments représentent, alors bon, on est sur des chiffres 33%, donc 1/3, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qui concerne en fait toute la partie des déchets qui sont donc non détruits, les résidus chimiques, les réactifs, les solvants, donc tout ce qui concerne en fait les produits, les médicaments et les dispositifs médicaux. Enfin, quoi que les dispositifs médicaux, j'ai un doute maintenant que je dis ça. Mais on est vraiment sur les médicaments et qui aujourd'hui sont des produits qui sont peu ou non évalués. Donc on sait qu'ils ont un impact, mais on a du mal à le quantifier. Ce qu'on sait, c'est que l'agence allemande pour l'environnement, déjà en 2015, avait détecté un certain nombre de substances pharmaceutiques dans plus de 70 pays. Plus de 600 substances pharmaceutiques qui ont été détectées dans les eaux, 30 à 100 substances qui ont été retrouvées dans les sols et 38 un peu réparties partout dans le monde, dans les régions des Nations Unies. Donc là, une des raisons, donc en gros, clairement, ce sont les relevés industriels de production chimique ou pharmaceutique. Donc il n'y a pas que la pharma, hein, mais il y a aussi toute l'industrie en amont, mais que nous, on peut également utiliser, notamment pour nos API et nos excipients. Donc il y a un petit sujet quand même à prendre en considération, c'est tous, hein, tous ceux qui sont autour de la table, donc là-dessus, je n'ai pas de sujet, mais je trouve que c'est bien de restituer un petit peu l'état des lieux, et là où on en est, tout en sachant qu'on a peu de données très, très précises aujourd'hui. En ce qui concerne la réglementation, en fait, alors vous avez le droit de m'arrêter si je me trompe, hein, parce que moi, c'est déjà, il y a une partie d'information qui date de l'année dernière, je n'ai pas forcément eu le temps de remettre tout à jour, mais n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez une information autre qu'il faut mettre à jour. Aujourd'hui, la réglementation, alors là, je parle d'un point de vue environnemental, hein, je ne l'ai fait que d'un point de vue environnemental. Elle est vraiment basée pour le secteur pharma, donc selon la réglementation de l'industrie chimique. Donc, il n'y a pas de réglementation spécifique à la pharma, hormis sur les solvants. On est limité à usage normalement à 50 tonnes par an pour l'industrie pharmaceutique. Donc ça va concerner tout ce qui est notamment pour les nettoyages, les utilisations, voilà, donc par site. Et on a également la réglementation qui est liée au site de fabrication en général. Donc, il va y avoir effectivement des analyses d'impact voilà, lorsqu'on installe une nouvelle usine sur un lieu, mais ça, ce n'est pas spécifique à l'industrie pharmaceutique, c'est vraiment lié à tout type d'usine. Donc ça, vous devez le savoir, je pense mieux que moi, pour certains d'entre vous. Il y a quelques requis qui sont demandés effectivement au moment des dépôts des dossiers d'AMM, mais qui, alors selon les pays, sont pas forcément vraiment, sont demandés, mais ne vont pas forcément impacter la décision d'AMM. Encore une fois, je pense que ça va aussi dépendre du type de pathologie. Il y a différentes raisons pour lesquelles l'information sera prise en compte ou pas. En revanche, je sais qu'elle est quand même à fournir, ce qui peut parfois juste poser problème, hein, même si les résultats ne sont pas, on sait que ça peut avoir des impacts minorés. Ce qu'on peut leur demander, c'est de revoir en fait certains points avant d'avoir l'AMM, mais bon, si le produit est vraiment important, aujourd'hui, de ce que j'ai compris, ce n'est pas ça qui va primer, en tout cas sur la décision de l'AMM. Concernant donc les réglementations, en fait, aujourd'hui au niveau européen, il y a un groupe de travail qui s'appelle le European Strategic Approach to Pharmaceuticals in the Environment, qui est en fait un groupe de travail qui est en train de travailler sur voilà, comment, sur l'impact des produits pharmaceutiques sur l'environnement. Honnêtement, je ne suis pas allée voir en détail. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce groupe de travail
forcément avoir pour objectif à terme d'approfondir la réglementation, enfin voilà, en tout cas de la structurer s'il y a besoin. Et c'est là où en fait c'est important que l'on fasse tous attention à ça, c'est-à-dire que moins on prendra en compte aujourd'hui les impacts environnementaux de façon générale, et plus on sera soumis à une réglementation. Et donc, je pense que c'est important qu'on s'y prépare et surtout qu'on anticipe. Donc ça, c'est vraiment pour moi un point qui est important. C'est-à-dire que moins on retrouvera de résidus dans la nature, j'ai envie de dire, moins la réglementation sera stricte, puisque de toute façon, il n'y a rien à réglementer puisqu'il n'y en a pas. On peut. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est pour illustrer et donner un exemple. Donc, je pense que de se préoccuper des impacts que l'on a aujourd'hui, c'est pour mieux anticiper la réglementation et pour la rendre beaucoup moins stricte à terme. Donc, l'une des premières choses que je voulais évoquer avec vous, principalement, c'est les ACV, donc les analyses de cycle de vie et donc les méthodologies. Donc, je ne sais pas si parmi vous, vous en avez déjà fait, ou si vous avez connaissance de ce type d'approche. En fait, c'est vraiment pour évaluer l'impact environnemental des produits, de n'importe quel objet à la base. Nous, on va le faire sur les médicaments. Donc, de façon générale, elle est évaluée par l'ISO 14040, mais c'est une norme qui est générale à tout type d'ACV. Et donc, en termes d'adaptabilité, par exemple, au secteur pharma, ce n'est pas forcément évident. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, déjà, il y a très peu d'ACV qui sont disponibles. Il y a beaucoup de laboratoires quand même qui le font à leur échelle, qui ne vont pas forcément communiquer dessus pour des raisons qu'on peut comprendre. Aussi parce que les ACV doivent être faites dans un certain cadre. Et pour la communication, parfois, il faut aussi passer par une agence tiers pour qu'elle vraiment valide que la méthodologie est appropriée. Et donc ça, c'est encore un autre sujet. La communication sur les ACV, c'est pas, on peut pas juste la faire et communiquer comme ça. Enfin, faut vraiment se méfier sur l'aspect communication. En revanche, on peut la faire pour nous et elle va servir à améliorer l'impact de nos médicaments. Donc, l'objectif d'une ACV, c'est ça, c'est se dire, je regarde quels sont les impacts de mon produit sur les différents critères, les différentes échelles du produit. Donc là, si on prend ce que recommande le Serum Institute, qui est de l'université de Berlin, qui a étudié le sujet et en fait qui s'est aperçu qu'il y avait un manque de méthodologie qui nous permettent aujourd'hui de vraiment comparer les différentes ACV. Donc, typiquement, si on a deux laboratoires, par exemple, on peut avoir le Doliprane, tout le monde connaît le Doliprane, et un générique du Doliprane, mais que les deux laboratoires ont fait des ACV avec des méthodologies différentes, c'est-à-dire, par exemple, ils n'ont pas forcément pris la même mesure, donc ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle. Un aura pris la boîte, par exemple, l'autre aura pris soit le comprimé, soit la quantité d'API. En fait, pour une personne extérieure, ça sera impossible de savoir réellement quel est le produit le plus impactant parce qu'on n'aura pas utilisé exactement la même mesure. Donc ça, c'est une question de méthodologie et aujourd'hui, ça, c'est pas encore cadré. Donc ça, c'est une des difficultés qu'on a sur les ACV aujourd'hui. Il n'y a pas de consensus, au-delà de ce qu'a proposé l'Université de Berlin. Il n'y a pas encore, je pense, aujourd'hui de consensus sur comment faire une bonne ACV, en tout cas pour les médicaments aujourd'hui. Ce que recommande l'Institut de Berlin, qui me paraît quand même assez bien découpé et clair, c'est vraiment de prendre en compte les impacts, donc depuis, comme on doit le faire pour n'importe quel type de produit, ce n'est pas que pour les médicaments. Donc, ça va depuis l'origine des matières premières jusqu'à la fin de vie. Donc, ça, pour n'importe quel type, que ce soit du médicament, la fourchette que vous avez achetée, on va prendre depuis l'extraction. Donc, il faut bien prendre en compte la production des API en amont. On a la synthétisation, la fabrication en fait, des médicaments, le packaging s'il est à part, parce que certains font que du fill and finish, par exemple. Et ensuite, il y a toute la distribution
l'utilisation donc par le patient ou par le professionnel de santé, hein, c'est pas forcément, on parle souvent du patient, mais bon, enfin, les deux. Et ensuite la fin de vie. Et dans la fin de vie, on va avoir beaucoup de choses. On aura les produits qui n'auront pas été utilisés, et puis les produits qui auront été rejetés. En fait, ça fait partie des points importants qui auront été rejetés par les selles, par les patients, qui ont aussi un impact quand il s'avère qu'il y a encore en fait des principes actifs dans les selles. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Ce qui se passe, c'est que souvent, d'après la littérature, cette partie-là, elle a été souvent amputée, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais n'a pas forcément été effectuée parce qu'effectivement, c'est une partie qui est assez difficile à appréhender. Ça nécessite de faire des études complémentaires. Et puis bon, donc on peut le comprendre, mais du coup, ça rend pas forcément les chiffres très justes. Mais en revanche, toute cette partie en amont, elle est intéressante à analyser et chacun doit le faire à son niveau. Donc, typiquement, moi, je travaille pour une CDMO. Aujourd'hui, la difficulté qu'on a pour faire la CV, c'est d'avoir toutes les informations sur les API et les principes actifs, parce qu'il faut répertorier toutes les informations en termes de l'origine, le mode de fabrication. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Et je pense que si nous, on l'a à ce niveau-là, vous, de toute façon, en tant que laboratoire, vous l'avez forcément aussi. Et c'est là où on va avoir un effort à faire pour améliorer les analyses de cycle de vie. Ce qui est en plus une difficulté complémentaire, je pense, qui est un petit peu spécifique à l'industrie pharmaceutique, si on veut comparer les traitements, par exemple, se dire entre un traitement A et B qui peut finalement avoir, au-delà des critères et des recommandations nationales sur les traitements et les protocoles de traitement, si on veut comparer deux produits, ce que recommande le sérum, c'est de mettre en place un produit catégorie rules par ATC. C'est-à-dire que, en plus, en fait, de ce schéma d'analyse de cycle de vie, ils vont suggérer, par exemple, si on est sur un produit, un antidiabétique avec insuline, par exemple, va falloir forcément prendre en compte et rajouter, en plus de ça, quelque part, le dispositif médical. Donc, on peut considérer que c'est le packaging, mais ça va rajouter en plus de la difficulté pour la CV. Donc, il faut prendre en compte tout ça, mais ça va impliquer d'avoir des règles complémentaires pour s'assurer que chaque acteur utilise les mêmes méthodes de calcul, en tout cas la même méthodologie, pour s'assurer qu'à la fin, on ait quelque chose de comparable. Donc, ça complique un petit peu les choses quand on est sur des produits encore plus complexes qu'un comprimé, par exemple. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, au-delà donc les ACV vont notamment permettre de calculer l'impact environnemental, enfin notamment des GES, des émissions de gaz à effet de serre, des effets de serre, puisque c'est aujourd'hui vraiment ce sur quoi on essaye d'agir, donc de diminuer au maximum nos émissions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va regarder d'autres critères environnementaux. Et là, ce que recommande le Serum Institute, c'est notamment de regarder tout ce qui est acidification. Acidification, donc c'est par rapport à, notamment dans la mer, donc l'impact sur l'acidification de la mer. L'eutrophisation, c'est pour le développement des algues en fait dans les eaux, dans tout ce qui est cours d'eau. Donc appauvrissement de l'ozone, donc c'est l'épaisseur de la couche d'ozone, et puis tous les besoins énergétiques cumulés. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon les pays, selon le lieu de fabrication ou le type de machine, on a plus ou moins besoin d'énergie, et puis certaines énergies sont plus ou moins, on va dire, émissives. En France, par exemple, on a notre électricité est assez peu émissive par rapport aux États-Unis. Donc ça peut aussi impacter la décision, et puis se dire, peut-être qu'on utilise plus d'énergie, mais il est moins émissif. Bon, après, ça, c'est à voir selon les cas de figure et les produits. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Ok. Ce qui est important. Oui, j'ai une question, et du coup, donc en fait, les nouvelles entités, justement, ne sont pas prises en compte là, dans les best practices recommandées là. Pardon, j'ai pas. Je dis les nouvelles entités qui ont été en considération récemment dans les transferts, justement, ne sont pas prises en compte dans ce qu'on vient de voir. Les derniers sur la celle d'avant.
J'arrive pas à revenir. Les nouvelles entités, c'est ce qu'on a vu sur le schéma en amont. Oui, c'est ça. Et là, c'est dans les 5 qui sont ici recommandés. En fait, normalement, honnêtement, je n'ai pas été regarder la méthodologie sur la façon dont ils construisent leur schéma, mais ils prennent en compte l'impact des entités donc, chimiques sur l'ensemble de l'environnement. Donc, ça va concerner tout ce qui est émanation dans l'atmosphère, dans les sols, dans les gaz. Donc, oui, logiquement, ça prend en compte quand même l'ensemble des impacts et pas que les GES, si c'était la question. En fait, par nouvelles entités, ce qui est sous-entendu, c'est les polluants, enfin, tout ce qui n'est pas, oui, bah, ça va être les produits entre guillemets. chimiques. Oui, ça va être les produits chimiques. Médicaments, du coup, les résidus de médicaments, ils n'entrent pas dans cette catégorie-là, c'est ça? Si, moi je pense, alors après, j'ai pas, oui, si, c'est un produit chimique. Ouais. Tout ce qu'il y a, en fait, c'est l'impact en fait des produits biogéochimiques. Donc en fait, c'est parce qu'il y a biochimie, mais en fait, c'est l'impact des produits chimiques sur l'environnement de façon générale, que ce soit dans l'air, dans les sols, dans l'eau, etc. Donc c'est lié au rejet. C'est juste qu'à un moment donné, s'ils avaient tout mélangé, je pense qu'ils avaient mis les plastiques avec, et là, du coup, c'est un peu plus précis puisqu'on est sur les produits. Sauf erreur de ma part, moi c'est comme ça que je le comprends en tout cas, d'après les définitions que j'ai lues. Donc c'est l'impact des produits chimiques sur la biosphère et donc après, exactement méthodologiquement, comment ils l'ont calculé, pour être honnête, je ne suis pas allée voir en détail. Oui, mais c'est assez récent, on peut comprendre que ça ne soit pas pris en compte dans les ACV pour l'instant, mais ça pourrait être le cas plus tard. Ah oui, mais là, je pense que… Alors, oui, je comprends votre question. Là, en fait, c'est un ensemble de… Comment dire ? C'est un ensemble de… Ça reste très général. Et en fait, dans les ACV, en fait, on va regarder de façon spécifique où sont les impacts les plus importants ici. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi on regarde plusieurs choses dans les ACV? Parce que très souvent, on va faire les ACV pour limiter notre impact environnemental d'un point de vue émission de gaz à effet de serre. Le problème, c'est que si on change une méthodologie, une méthode et qu'on va augmenter de l'autre côté soit l'acidification ou l'eutrophisation parce qu'on se dit tiens, on va changer un composant pour un autre en se disant ça va être mieux parce que ça va moins impacter d'un point de vue GES, il va être moins impactant d'un point de vue GES, mais que d'un autre côté, il va significativement augmenter l'eutrophisation, c'est peut-être un autre problème. Donc, est-ce qu'il faut vraiment changer? Après, ça, c'est une décision en fait de l'entreprise de voir réellement si ça vaut le coup de faire ce changement ou pas. Parce que ce qui serait dommage, c'est d'agir d'un côté pour finalement avoir des impacts négatifs de l'autre côté. C'est pour ça qu'on regarde plusieurs impacts environnementaux, normalement, quand on fait les ACV, les analyses de cycle de vie. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, c'est clair, mais du coup, comme nouvelle catégorie, il faut rajouter les nouvelles entités, les entités qui ne participent ni au changement climatique, ni à l'acidification, ni à l'eutrophisation, ni à la profondeur en zone. Oui, après, c'est à nous. Comment dire, il me semblait que souvent, par exemple, on parlait des pesticides. Voilà. Après, c'est plutôt le côté perturbateur endocrinien, mais ça rentre dans la catégorie des nouvelles entités. Et donc, les médicaments ou les résidus de médicaments, s'ils sont relargués dans l'environnement, donc ont un effet qui est autre que ces 5-là. Voilà, c'était juste ma remarque et voir si c'était pris en compte. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout en fait. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, tout. Je pense qu'aujourd'hui, on a tout dedans, sauf qu'il n'y a pas encore, je pense, la distinction entre, comme vous dites, tous les produits qui sont utilisés pour l'agriculture et les médicaments. Aujourd'hui, il n'y a pas cette distinction-là qui est faite, clairement, dans ce schéma. Je ne sais pas pourquoi on a les deux traits, mais il faudrait que je regarde le PN, mais peut-être qu'effectivement, il y a… Cette limite planétaire, elle est spécifiquement dédiée au flux biochimique en fait, de deux entités que sont l'azote et le phosphore. D'accord, c'était ça, ce que j'ai pris tout à l'heure, et du coup, effectivement, ok. Notamment les nouvelles entités, c'est en haut à droite. Comment? Les nouvelles entités, c'est en haut à droite, c'est marqué Not Yet Quantified. C'est ça. Je voulais savoir si c'était à terme, si ça allait être
ça va forcément être… Ah oui, je pense qu'il faut le faire. C'était… Oui, oui, tout à fait. Voilà, pardon, ma remarque était sûrement un peu longue. Mais, d'accord, oui, j'ai compris. En fait, bon, oui, ça, ils sont en train de le faire. Hein. Du coup, ils vont le refaire parce que là, ils l'avaient fait l'année dernière et là, du coup, ils l'ont retiré. Donc, c'est pour ça que j'ai cru que, OK. Et il y en a plusieurs qui sont en cours d'études, effectivement. OK. Merci. Alors, après, ce qui se passe, en fait, pour les ACV et ce qui est un petit peu compliqué aujourd'hui, c'est que même si on souhaite mettre en place en fait une ACV qui est parfaite avec tout ce contexte et toutes ces méthodologies et prendre en compte chaque étape. En fait, aujourd'hui, on a un manque de données qui fait qu'on aurait du mal, même si on le souhaite, de faire une ACV parfaite. Et de toute façon, pour vous rassurer tout le monde, hein, même sur des produits sur lesquels on a toutes les informations, les ACV ne sont pas parfaites. Mais l'objectif, c'est de le faire au mieux et d'améliorer sur les points qu'on analyse comme étant les plus impactants. Malgré tout, c'est important qu'on travaille tous sur l'importance, enfin sur la qualité des données et l'amélioration des qualités de données. Donc au niveau des bases qui existent aujourd'hui, la base allemande qui a un certain nombre d'informations mais qui n'est pas complète et cette base elle-même qui est reprise en fait par la Commission européenne. Idem, je vais la voir, elle n'est pas complète, il n'y a pas tous les produits et encore moins tous les API, enfin notamment tous les principes actifs que nous, on peut utiliser dans l'industrie pharmaceutique. Et c'est là-dessus où, en fait, chacun, et je crois que certaines autorités demandent de plus en plus à ce qu'on fasse ces analyses pour que petit à petit, on puisse analyser l'impact en fait, des médicaments dans l'environnement. Alors, c'est sûr que pour les industriels, ce n'est pas simple parce que c'est à double tranchant, hein, si on le fait. Mais c'est peut-être quand même un effort à faire et puis afin d'améliorer la composition des médicaments qui n'est pas forcément de retirer les PI. Hein. L'objectif, pas forcément ça, puisqu'il a une utilité de santé. Mais voilà. Et donc, pour ce faire, j'ai identifié une société qui s'appelle Ecovamed, qui s'est spécialisée en fait, dans l'analyse des impacts donc des API spécifiquement. Donc, j'aurais voulu savoir si parmi vous, certains avaient déjà travaillé avec eux et s'il y avait un retour d'expérience à faire par rapport à Ecovamed, leur travail. Alors moi, je suis en contact avec eux et, Ah, d'accord. et on est en discussion pour un partenariat éventuel parce qu'à ma connaissance, c'est aujourd'hui la seule société qui est ultra spécialisée sur l'ACV médicaments, hein, même pas que API. Hein. Ils font médicaments aussi, ouais, d'accord. J'avais un doute, ça. J'avais un doute. Travaillé sur un certain nombre de médicaments déjà. Donc, je ne sais pas si parmi tous ceux qui sont présents, il y en a qui ont déjà travaillé avec eux. Mais en tout cas, ouais, l'idée, ça va être d'essayer de développer ça et de capitaliser sur l'expérience qu'ils ont parce que c'est vraiment hyper spécifique de faire une ACV pour un médicament. Et il y a encore beaucoup de questionnements, notamment sur les limites. Le schéma que tu montrais, le cradle to grave n'est pas forcément évident. Alors après, je pense qu'on travaille un peu plus sur le cradle to shelf, qui sera peut-être un petit peu plus simple. Mais ça pose aussi beaucoup de questions, notamment sur tout ce qui va être partagé. Ça peut être des frais de structure, de fonctions support, mais ça pose aussi une grosse question sur les frais de recherche. Comment appliquer les frais de recherche aux différents médicaments, ce qui pourrait en plus causer une distorsion, c'est-à-dire que si demain tu compares la CV d'un produit qui est produit par un laboratoire qui fait de la recherche versus un génériqueur qui n'en fait pas, ça pourrait du coup potentiellement désavantager les recherches. Donc, il y a des vraies questions aussi sur la délimitation du scope de la CV, si l'objectif, c'est derrière de faire de la comparaison, en fait. Alors, sauf erreur de ma part, la partie recherche, je crois, il y a des questionnements là-dessus, effectivement, on n'est pas trop… Enfin, on ne la prend pas en compte parce que déjà, on a du mal aujourd'hui vraiment à le mesurer, le temps, etc. Là, on est vraiment sur la partie production des médicaments. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre en compte la partie recherche. Ça, c'est une vraie question et je sais qu'il y avait eu des débats là-dessus. Mais déjà, si on arrive à
connaître l'impact réel du produit, donc depuis la production, sans prendre en compte le temps passé et l'impact environnemental qui est associé à la partie purement recherche. Là, c'est différent. Là, on parle. Moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'on s'attelait plutôt à ça, mais il y aura peut-être des règles qui vont changer à l'avenir et on dira. Après, forcément, c'est peut-être un peu entre guillemets. Voilà, ça va forcément créer des différences si on prend toute la partie recherche pure. Après, peut-être qu'il faudrait, pour le côté efficacité, recherche. Mais moi, de ce que je comprends dans ce schéma-là, je le prendrai pas en compte. Ouais, c'est une question qui reste ouverte pour l'instant. Et, Ouais. et voilà, tout dépend de ce qu'on veut en faire, en fait, de cet ACV, quel est l'objectif et surtout, est-ce que derrière, c'est un objectif de comparatif pour des acheteurs potentiels hospitaliers? En fait, ça risque. Ah oui, ça c'est sûr que ça le sera à terme. S'ils peuvent avoir l'information, moi je leur avais clairement posé la question dans le cadre de ce travail. Parce que dans le cas de ce travail, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais j'ai interrogé notamment des professionnels acheteurs, notamment pharmaciens d'établissements hospitaliers privés ou publics, et puis aussi des industriels. Et clairement, eux, ils ont un manque d'informations, ils sont aussi un peu perdus, puis selon les établissements, ils sont plus ou moins avancés sur le sujet. Mais ils peuvent avoir l'impact carbone des produits qu'ils achètent, quels qu'ils soient, hein, on ne parle pas que du médicament, ils sont très preneurs parce que pour eux, c'est un point de comparaison. Maintenant, aujourd'hui, ils ne l'ont pas ou peu. Mais oui. Mais en fait, il a plusieurs objectifs, en fait, cet ACV. Il va effectivement servir à des acheteurs potentiels à comparer. Donc ça, et d'où l'intérêt du produit catégorie oui, et puis du méthodologie harmonisée, parce que si chacun le fait à sa sauce, entre guillemets, même les acheteurs ne pourront pas réellement comparer parce qu'on sera sur des unités différentes ou sur des niveaux différents. Si on compare une boîte de paracétamol 2000 et de 500, en fait, ça n'a rien à voir. Une boîte de 16, une boîte de 8, ça n'a rien à voir. Donc, en fait, il faudra tout réduire. Et je pense que personne ne fera l'exercice. Donc, c'est vraiment… Enfin, voilà, ça serait bien qu'il y ait une règle qui soit un petit peu générale ou qui permette, en tout cas, aux personnes peut-être de recalculer. Mais moi, je pense que ce n'est pas évident non plus parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a des… C'est un peu comme les dépenses, il y a des espèces de coûts fixes et puis après, il y a des coûts variables. Donc, dans les calculs des impacts environnementaux, ben, c'est pareil, il y en a, bon, des fois, on peut… Et concernant, en fait, les… Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire par rapport… Ah oui, l'intérêt de faire une ACV, au-delà, en fait, de l'aspect communication, etc., c'est nous, en interne, on le fait aussi pour nous-mêmes, pour se dire, bah, moi, dans mon impact de mon produit, par exemple, je m'aperçois que ce qui est très impactant, bah, c'est le packaging. Donc là, je vais travailler sur le packaging, comment améliorer mon packaging. Ce qui est le cas de certains produits, par exemple, sur les les produits asthmatiques, les inhalateurs, il y a des gros sujets parce que dans certains inhalateurs, il y a des gaz qui sont très polluants. Donc, c'est pour ça que des gros laboratoires comme GSK, AstraZeneca, etc., travaillent beaucoup là-dessus pour améliorer en fait ces produits-là afin de limiter les impacts de ces produits-là. Donc, on n'est pas du tout sur l'API. Après, il pourrait aussi y avoir des sujets par rapport à l'API. Donc, en fait, c'est vraiment dépendant du produit. Même si après, si on regarde une catégorie de produits, on peut se douter qu'on revient à peu près sur les mêmes types d'impact, sachant qu'il y a certains produits chimiques qui sont utilisés soit pour la production, soit pour le produit en lui-même. Là, ça va être vraiment dépendant du produit. Pour plein de sujets, je pense que vous le savez, les produits chimiques, ils sont plus ou moins chers, et puis il y a plus ou moins de dosage. Pareil, dans l'ACV, on pourrait dire qu'on prend en compte le traitement et pas forcément le comprimé. Voilà. Donc après, il y a vraiment plein de choses à prendre en considération. Donc, concernant la donnée, c'est vraiment quelque chose d'important. Et quand vous faites une ACV, essayez de penser au mieux à la qualité des données. Alors, bon, après, j'ai envie de dire, on fait avec ce qu'on a aussi, hein, parce que déjà, c'est difficile d'en avoir. Donc, quand on en a, on est content. Mais c'est important de toujours bien remettre dans le contexte les données qu'on utilise pour être sûr qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation
Moi qui travaille beaucoup dans la donnée, pas forcément des ACV, mais de la donnée de marché en général, je sais que c'est quelque chose d'important à prendre en compte et que les personnes le considèrent avec recul pour pas qu'il y ait de mauvaises interprétations. Donc, d'après Ecovamed, ils ont l'air d'avoir des prix assez compétitifs, donc ça peut être intéressant de se rapprocher d'eux si vous en avez besoin. Alors, là, j'aimerais vous parler de leviers industriels donc, qui peuvent être intéressants. Donc là, on rentre plus dans le vif du sujet, sachant que moi-même, je ne suis pas une pro et une experte de tout ce qui est technique en industrie. Il y a quelques leviers qui sont intéressants à relever, notamment la catalyse qui est utilisée dans les procédés de fabrication, notamment des API. Donc, qui permet, alors moi je vais pas rentrer dans les détails techniques, hein, donc surtout ne posez pas, si vous avez besoin, je pourrais vous envoyer des documents complémentaires par rapport à ce que j'ai trouvé, n'hésitez pas. Les sources, toutes les sources sont dans le rapport. Mais la catalyse, elle a pour intérêt de réduire les temps et les coûts. Et en fait, très souvent, dans les leviers industriels, l'avantage de ce que moi j'ai pu remarquer, c'est qu'elle a un double effet, c'est que non seulement elle peut avoir un impact environnemental moindre, parce que bon, réduction du temps, mais très souvent, elle a aussi un impact sur les coûts qui peuvent être plus intéressants. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'investissement à faire en amont, mais in fine, il y a moyen de s'y retrouver. Donc là, c'est tout un mode de calcul à avoir, mais si on veut jouer sur les deux tableaux en termes d'efficacité, coût, temps et impact environnemental, c'est peut-être intéressant de s'y intéresser, en tout cas pour la partie fabrication. Donc très clairement, vous, là ici, on n'a pas de fabricant d'API, mais ça peut être intéressant de savoir comment comment l'API qui est acheté a été fabriqué, par quelle méthode, par quelle technique. Je ne suis pas certain que ça, c'est des choses que l'on fait tous, de se dire, ah ben, dans l'API qu'on achète, quel a été le procédé de fabrication. Donc là, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à regarder, notamment pour les acheteurs. Ensuite, on a pour les procédés de fabrication, donc API et médicaments. Donc là, on a tout ce qui est procédé continu. Donc là, c'est ce qui permet en fait de produire en continu, lorsque c'est possible, hein, un produit, donc ce qui permet d'éviter que la chaîne de production s'arrête. Et pareil, ça réduit le temps et les coûts, mais ça aussi évite parfois tout ce qui est contamination croisée. Et ça, ce sont des procédés qui ont un impact positif en général sur l'environnement, parce que le fait d'arrêter une machine, de la remettre en route, le fait de nettoyer en fait entre chaque type de produit ou de médicament, en fait, tout ça, ça a un impact. Tous les systèmes de nettoyage, d'autant plus les nettoyages en pharma qui sont très rigoureux et qui nécessitent un certain nombre de produits pour s'assurer qu'il n'y ait pas justement de contamination croisée, tout ça a des impacts. Donc, quand il est possible de mettre en place un espèce de procédé continu, au lieu de faire toujours du stop and go, pour disons X ou Y, ça peut être intéressant de l'envisager. On a également la gestion de l'eau, mais je pense que ça, c'est un sujet qu'aujourd'hui, tout le monde s'empare et s'est emparé déjà pour des questions d'économie d'eau qui est aujourd'hui de plus en plus d'actualité, et également tout ce qui est pour la gestion des effluents, c'est-à-dire comment on mesure la pollution, nos rejets dans la pollution, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de réglementation spécifique à la pharma, de ce que j'ai compris. Ce qu'on regarde, c'est en fait, on est soumis aux mêmes réglementations que les stations d'épuration. Ce qui fait que, malheureusement, parfois, si on n'est pas, nous, un peu plus rigoureux que ce que demande la réglementation par rapport aux stations d'épuration, il y a parfois des entités chimiques qui peuvent passer, en fait, les systèmes de filtration qui sont mis en place actuellement sur certains sites et qui peuvent impacter, du coup, l'environnement local. Je pense qu'en France, il y a moins de sujets, par exemple, que dans certains pays en Asie, par exemple, où il y a beaucoup moins de restrictions et de contrôles.
Mais cela dit, quand on regarde les impacts environnementaux, clairement, on voit que là où il y a des usines, il y a quand même plus, on retrouve plus d'entités chimiques dans les eaux locales, les fleuves, que lorsqu'il n'y en a pas. Donc, il y a certaines régions qui ont mis en place en fait, des systèmes qui obligent en fait, leurs usines à faire des contrôles spécifiques par rapport à leur rejet. Donc, c'est peut-être des choses à mettre en place, même si aujourd'hui, il n'y a pas de sujet sur nos usines respectives, de dire peut-être vérifier qu'on n'a pas d'impact et comme ça évitera une réglementation ou une obligation de faire régulièrement des contrôles. Parce que quand même, on a retrouvé… Là, si vous regardez dans j'aurais peut-être dû vous le mettre, mais si on regarde… il y a eu plusieurs études qui ont été faites sur l'eau. Il y a quand même des entités chimiques, même en France, qui ont été retrouvées dans certaines régions et qui sont souvent liées en fait, au site de production. Et il y a une autre technologie qui peut paraître un peu étonnante et qui concerne surtout les produits biologiques. La technologie, le single-use technology, donc je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Pareil, ça permet surtout d'éviter des coûts et du temps de nettoyage et donc des contaminations croisées. C'est-à-dire qu'au lieu de fabriquer le produit directement dans un contenant qui va ensuite partir en général, c'est des seringues. Donc, on est sur des produits biologiques ou dans les fioles. En fait, c'est fabriqué dans des contenants, alors en plastique, qui peuvent paraître contre-intuitifs, de se dire que ce n'est pas du tout intéressant pour l'environnement. Mais comme ça évite, en fait, du temps de nettoyage et aussi des produits spécifiques pour le nettoyage, dans certains cas, ça peut être intéressant d'utiliser ce type de technologie. Il y a une étude qui a été faite en fait par General Electric sur des produits pour des anticorps monoclonaux. Et donc là, quand on regarde les impacts, donc sur la grande barre ici, on est sur une fabrication plus standard et aussi on est sur une fabrication single-use. On voit que les impacts sont plus faible de quasiment un tiers. Enfin, ça dépend des critères environnementaux, mais là, on est sur le changement du climat, donc sur les GES. Et donc, on gagne quand même presque 40%, un peu plus d'un tiers. Donc ça, c'est des choses… Alors là, ce que je vous dis là, il ne faut pas le prendre content. Il ne faut pas se dire, ah oui, le single-use, c'est mieux, il faut absolument faire ça. Là, je vous le dis, c'est une étude qui a été faite sur un produit spécifique, dans un cadre spécifique, sur un lieu spécifique. Il faut vraiment se méfier, puis après prendre des points de vue qui sont comparables, parce que ce même produit ou cette même technologie mise dans un autre pays pour d'autres raisons, alors surtout pour des raisons, pour le coût d'électricité et peut-être pas forcément beaucoup plus intéressant à mettre en place, surtout s'il y a des coûts d'investissement. Mais c'est pour vous montrer que dans certains cas, il ne faut pas toujours… on a souvent des idées préconçues sur certaines situations, et notamment là, on est sur du single-use, donc dès qu'on est sur d'usage unique, on pense toujours à pollution, etc. Mais au final, entre détruire, parce que après, ce sont des contenants donc en plastique qui arrivent dans une structure et on récupère le liquide pour faire les médicaments. Les gros contenants, après, ils sont juste détruits, ils sont brûlés comme le reste des médicaments. Et finalement, la fin de vie, quand on regarde ici, c'est la partie qui est orange. Dans certains cas, elle n'est pas forcément beaucoup plus impactante que la fin de vie en usage standard. Donc, alors certes, oui, comme c'est brûlé, ça émet des gaz, mais tous les produits chimiques qui seront utilisés pour nettoyer les cuves, l'eau qui aura été utilisée pour nettoyer les cuves, etc., ça a aussi un impact. Donc, c'est comme ça qu'il faut regarder les choses. Et bon, là, je vous parle de la fin de vie, mais quand on regarde les autres… tout ce qui est de supply chain et d'utilisation, on voit aussi que c'est moins important. Donc ça, c'est aussi une technologie qui peut être intéressante, notamment pour toutes les industries qui font du biologique. Ça concerne surtout le biologique.
va pas concerner d'autres types de produits. Là, sur les leviers produits, il y a plusieurs moyens, donc ça va plutôt intéresser, j'ai vu qu'il y avait un acheteur en auditoire, ça va plutôt être regarder tout ce qui est provenance en fait des matières premières, donc au niveau des extractions. Donc on peut s'intéresser au type d'extraction l'origine des matières, quels outils ont été utilisés pour les extractions. Certaines sont plus polluantes que d'autres. Dans quelles conditions, quel type est-ce que c'est des travailleurs? Parce qu'en fait, les impacts sont sur beaucoup de critères. Il y a l'environnement, mais il y a aussi les populations locales et qui travaille, en fait, qui a travaillé sur ces extractions. On a l'utilisation de matières éco-responsables, c'est-à-dire essayer éventuellement d'être plus sur des matières plutôt un peu naturelles ou issues de matières plutôt naturelles, pour essayer d'être le moins impactant possible. Et pareil, comment la production d'API a été faite, notamment s'il y a des technologies qui ont été utilisées qui sont moins impactantes ou voilà, avec des. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez demander en fait à vos fournisseurs quand vous faites vos appels d'offres, notamment sur les API ou même les excipients. Ici, on est sur la partie plutôt, nous, dans la fabrication en tant que fabricant, est-ce qu'on va plutôt essayer aussi de se dire on va utiliser des matières ou des produits plutôt recyclés. Donc là, il y a des technologies, des choses qui ont été faites, notamment sur les produits recyclés, qui vont vous paraître peut-être très étranges et sans réflexion, c'est comment on recycle aujourd'hui des API. Sur des médicaments, par exemple, qui n'ont pas été utilisés, il y a eu de la recherche qui a été faite sur, on réextrait l'API, on redémantèle le médicament pour récupérer l'API. Dans des cas où on a des pénuries d'API, c'est peut-être pas si bête que ça, même si aujourd'hui ça peut paraître très cher. Enfin voilà, moi je ne suis pas chimiste, donc je n'ai pas d'avis sur la question dans le détail sur les procédés. Mais dans le rapport, vous aurez un peu plus d'explications et un peu plus d'idées. Donc, peut-être que c'est des choses qu'il faut creuser. Donc là, on est vraiment plus sur les personnes qui font du développement médicament, sur l'utilisation de matières. Et quand je dis matière, je ne parle pas forcément, je parle pas des emballages, hein, on est bien d'accord, mais sur notamment tout ce qui est excipient et notamment API, comment on réintègre dans les médicaments des API qui n'ont pas pu être utilisés. C'est comme quand on fait aujourd'hui de la récupération de matières premières, de composants électriques d'un outil, pourquoi pas le faire avec des médicaments. Et puis, il y a toute la gestion de fin de vie du produit, qui serait bien que nous, en tant qu'industriels, on s'intéresse un peu plus, puisqu'on a vu dans la CV que la fin de vie du produit, elle est aussi importante dans les analyses de cycle de vie. Et donc, c'est comment on essaye de réintégrer donc la fin de vie du produit, quand il n'est pas utilisé, ça peut être une matière produit recyclé, ou bien comment on s'assure que le produit ne part pas dans la nature. Quand c'est des produits, pareil, qui n'auront pas été utilisés, ou surtout quand c'est des produits qui n'ont pas été utilisés. Voilà. Après, on peut essayer d'améliorer le produit, donc d'un point de vue stockage. Donc d'un point de vue stockage, c'est quoi? C'est par exemple se dire, aujourd'hui, on a des produits qui ont besoin d'être stockés, d'être réfrigérés. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de développer des produits qui nécessitent moins de ne pas être réfrigérés, ou en tout cas moins important? Ça a été le cas pour le Covid. Hein. Au début, on disait que le médicament devait être à moins 70 degrés, puis finalement, on s'est aperçu qu'on pouvait peut-être le sortir un petit peu avant. Tout ça, c'est des développements, ou en tout cas des analyses qui peuvent être faites dans le cours du temps pour améliorer le produit et se dire, finalement, le produit, on avait des a priori, on se dit qu'il doit être stocké dans quelles conditions. Voilà. Donc, il y a peut-être des améliorations et des réflexions à faire autour du stockage des produits et des conditions de conservation, tout comme pour la durée de vie. En fait, la durée de vie du produit, aujourd'hui, les stabilités sont faites sur un temps donné, c'est-à-dire la plupart du temps, c'est 2-3 ans. Et pourquoi pas, il y a certaines études qui ont démontré que finalement, certains médicaments pourraient avoir une durée de vie supérieure. Alors bien entendu, pour le confirmer, il faut refaire des stabilités beaucoup plus longues.
mais qu'en tout cas, les principes actifs, dans certains cas, notamment sur les produits secs, eh bien, sont encore actifs pendant un certain temps, bien au-delà de la durée de vie du produit actuel. Alors, certains vont argumenter, bah oui, mais bon. Mais en réalité, faire ça, ça éviterait d'avoir beaucoup de produits de déchets. Ça pourrait aussi résoudre des problèmes, justement, de rupture de stock, parce que les ruptures de stock viennent aussi du fait qu'à un moment donné, bah, on jette les produits parce qu'on considère qu'ils sont plus bons, alors qu'en fait, on a encore des stocks de produits. Si la durée de vie de ces produits avait été augmentée, on aurait peut-être moins de rupture de stock. Donc, ça peut être une réflexion qui est intéressante à faire sur certains produits. Et pareil pour tout ce qui est dosage et posologie. Donc là, c'est comment se dire que réduire en fait la posologie, le dosage de certains produits, finalement, ne rend pas le médicament plus inefficace. Au contraire, ça va peut-être éviter certains secondaires, ça peut avoir d'autres avantages. Après, tout cela, parce que je sais bien que ce discours-là, il fait un peu peur aux industriels. Après, il y a un vrai travail de lobbying à faire auprès des autorités de santé pour que le produit il soit reconnu avec un avantage. Et c'est ce qu'a réussi à faire notamment Novo Nordisk avec un de ses produits qui a réussi à faire une insuline qui n'avait pas besoin d'être réfrigérée tout le temps. Pareil, donc ils ont réussi à avoir une AMM complémentaire. Donc je pense que quand on arrive avec un produit qui a un avantage de cette nature, je pense qu'il est très intéressant d'aller discuter avec les autorités en mettant en avant et en argumentant les avantages du produit versus la concurrence. Et puis aussi là on peut très bien argumenter pour l'environnement, pour essayer d'obtenir que ce soit un avantage en AMM, en prix ou autre. Donc, on peut réduire les doses, mais finalement, peut-être gagner en valeur produit. Donc, ça, c'est quelque chose, je pense, sur lesquels l'industrie pharmaceutique, de façon générale, devrait, en fait, travailler ensemble de façon à ce qu'on n'ait pas juste peur de se dire on va moins vendre, mais mieux vendre, j'ai envie de dire, plutôt que moins. Donc, je vais essayer de bientôt finir. Il me reste juste une petite slide. Donc, pour conclure, clairement, aujourd'hui, il a été démontré qu'il y avait des impacts des médicaments dans l'environnement, même si on n'arrive pas à le mesurer clairement de façon globale, c'est qu'on arrive à le mesurer de façon locale et que c'est très souvent lié, entre guillemets, dans les zones où il y a des infrastructures et des usines, mais pas que. Ça peut être, voilà, on trouve... ça peut être aussi sur des exploitations agricoles, avec les antibiotiques, etc., qui sont utilisés pour les animaux. En fait, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est de se dire que l'optimisation industrielle, elle a vraiment deux caractéristiques. C'est qu'elle va d'un côté optimiser la productivité, mais qu'elle va également, en général, faciliter, minimiser les impacts environnementaux de la production. Donc, si on va vers une démarche d'optimisation, en général, elle va impacter les deux. Moi, c'est un peu ce que je constate. Et très souvent, je remarque que beaucoup d'industriels font des optimisations pour des raisons de productivité ou pour des raisons de coût. Et en fait, elles ne se rendent pas compte qu'il y a également un impact environnemental positif. Et c'est un petit peu dommage en fait d'occulter ça et de ne pas l'avoir identifié parce que ça peut aussi rentrer dans votre plan de communication entre guillemets et vous dire nous aussi on fait cet effort-là en plus d'améliorer notre productivité. Donc moi ce que je vous conseille c'est éventuellement pour ceux qui veulent un peu se renseigner un peu plus, il y a des groupes de travail aujourd'hui qui existent, notamment l'ECO Pharmaceutical Stewardship, qui regroupe en fait différentes associations professionnelles de la pharma et qui discutent sur notamment les enjeux liés aux résidus des médicaments dans l'environnement, la gestion des effluents, voilà, et l'évaluation des risques environnementaux. Donc tout ça, c'est des sujets, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez le suivre en fait sur les différents groupes, les différentes associations professionnelles. Donc ça, c'est peut-être pour vous, à votre niveau, identifier des opportunités d'amélioration dans vos activités industrielles ou de développement de médicaments. Mais je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui sont liées au développement du médicament, mais vous pouvez faire remonter l'information. Il y a également le PSCI, en fait, pour les achats responsables. Donc là, c'est comment peut-être challenger un petit peu les fournisseurs.
pour vous aider à mieux… Alors, on est tous challengés, hein, parce que nous, on est… Nous, moi, en tant que CMO, dans ma société, on est fournisseur au laboratoire, on est challengé aussi, mais nous-mêmes, on est censé challenger nos propres fournisseurs, des PI, etc., lorsqu'on travaille sur nos propres produits qui sont faits sur nos propres dossiers. Donc, je pense que chacun à son niveau doit un petit peu escalader parce qu'à un moment donné, ça va redescendre jusqu'en bas. Et puis, il faut vraiment qu'on soit tous acteurs pour l'amélioration des données disponibles, qui pourraient être disponibles à l'avenir, notamment pour l'amélioration des ACV. Et comme je vous le disais en amont, je pense que c'est important, c'est d'essayer de prendre de l'avance au maximum pour éviter une réglementation stricte. Voilà. Si vous avez des questions, je vous écoute. Merci beaucoup, Élise, pour cette présentation. C'était super intéressant. Ça donne envie de creuser un petit peu plus loin. Il y a 2-3 points que j'ai notés là que j'irai fouiller dans ta thèse. D'accord. Du coup, alors, il y en a quelques-uns qui ont dû nous quitter puisqu'il est déjà 15 heures. Oui. Pour tous ceux qui sont encore présents, est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou des expériences à partager sur tout ce qu'Élise vient de nous présenter?